Bonjour, Clara Chapaz, je suis directrice de la mission French Tech. Audace, féminisme et tech. La French Tech, du coup, c'est à la fois le mouvement des startups en France et cette administration, la mission French Tech, que j'ai le plaisir de diriger depuis un peu plus d'1 an. On est sur un écosystème de la tech qui a énormément grandi dans les dernières années. On va fêter nos 10 ans cette année, en 2023, donc 10 ans de la mission French Tech. Et quand on compare à là où on était, les startups en France, il y a 10 ans, on a énormément grandi. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 startups, 1 million de personnes qui travaillent de façon directe ou indirecte dans ces startups, des entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et c'est surtout des technologies du quotidien. À la sortie de l'ESSEC, j'avais fait essentiellement des stages dans des grands groupes, chez Apple, chez Disney. Du coup, on est en 2012. J'ai commencé ma carrière dans le cadre d'un grand groupe chez Pernod Ricard. Et dans l'une de mes missions, j'ai rencontré une équipe qui lançait des startups en Asie du Sud-Est. C'est l'époque de cette galaxie de startups qu'on appelle Rocket Internet. C'est une espèce d'incubateur à taille géante, taille mondiale, qui lance des concepts de sites internet, surtout e-commerce, dans les pays émergents. J'avais toujours été animée par cette dimension entrepreneuriale, donc quand j'ai rencontré les équipes, je me suis dit ah bah go, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai donc rejoint le programme, le projet qui s'appelle Zalora, qui est un peu le Zalando asiatique, en Thaïlande. Et on avait l'ambition de construire le premier site de e-commerce de mode dans la région. À une époque où tout est à construire. Enfin, on arrive dans un pays où il y a absolument très peu de e-commerce. Il y a 6 millions de cartes bleues pour 60 millions d'habitants. La plupart d'entre elles ne permettent pas de payer en ligne. Donc vraiment, page blanche, tout à construire, expérience hyper excitante. Donc moi, je suis arrivée dans cette expérience, j'avais aucune expérience de l'entrepreneuriat. J'avais fait des rôles très analytiques dans mes stages. À l'ESSEC, on est plutôt sur, pareil, une éducation assez mathématique, analytique. Donc je suis arrivée pour m'occuper d'abord de newsletters parce que c'est le canal marketing où il y a le plus de data et donc on peut optimiser un certain nombre de choses. Mais rapidement, mon boss m'a proposé de prendre la tête de l'équipe marketing. On parle de 25 personnes. Moi, j'étais toute jeune, j'avais aucune expérience. D'ailleurs, ma première réaction était de dire non, pas du tout. Mais j'ai eu la chance de tomber sur un boss qui avait à cette époque, en tout cas, plus confiance en moi que je pouvais peut-être en avoir et qui m'a pas vraiment laissé le choix. Je me suis trouvée propulsée à la tête de cette équipe où j'avais tout à apprendre, aussi bien sur le contenu, le marketing, un site de mode en Thaïlande, tout ça a été très nouveau, mais aussi sur le management. Et ça a été extrêmement formateur parce que bien sûr, à travers un certain nombre d'erreurs, que ça soit aussi bien du point de vue management que du point de vue du contenu du job. Mais finalement, ça m'a énormément enrichie. J'ai pu prendre ces responsabilités, me rendre compte que c'était possible. Et je pense que c'est un épisode assez formateur. Ensuite, comme souvent dans une start-up, même si aujourd'hui, quand on regarde les news, qu'on lit la presse, on se dit waouh, toutes ces licornes, toutes ces start-up qui réussissent, qui embauchent je ne sais combien de personnes, qui lèvent des fonds. L'envers du décor, c'est que dans chaque aventure entrepreneuriale, il y a des hauts et il y a des bas. Nous, on a eu des très hauts, ça a commencé très fort, on était rapidement 300, puis 400 personnes. Et puis finalement, il y a eu un changement de contexte, notamment au niveau du financement. Et il était beaucoup plus difficile de lever des fonds. Et donc on a décidé de repenser un peu les investissements de l'entreprise, notamment en Thaïlande, qui était le pays dont je m'occupais. Et mon boss, qui avait senti un peu le truc venir, lui a décidé de partir de l'aventure à ce moment-là. Et donc je me suis retrouvée un peu livrée à moi-même, finalement à gérer toute la boîte, sans en être vraiment en charge officiellement. Je n'étais pas devenue CEO, mais de fait, il n'y avait plus de CEO. Dans une période où on avait une énorme pression de savoir comment on allait faire avancer ce projet, est-ce qu'on allait continuer le projet en Thaïlande ou pas. Et on est passé de on va certainement fermer. Et donc tout ce qu'il y a à faire en termes de fermeture, comprendre d'un point de vue humain d'abord quelles étaient les implications sur les gens, comment est-ce qu'on les accompagne, d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue purement à retrouver d'autres opportunités, toute la partie administrative, la partie presse, com, etc. Et finalement on a eu l'opportunité de vendre. Donc ça a aussi été un challenge parce qu'il a fallu trouver cet acheteur, permettre d'amener la boîte jusqu'à l'acquisition. Mais c'était une fin plutôt chouette parce que plus de 2/3 des personnes ont pu garder leur job dans la nouvelle structure et on a pu avoir cette fin finalement.
C'est vrai que la première fois que je me suis retrouvée en charge d'une campagne marketing en Thaïlande, dans une langue que je ne pouvais même pas lire. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve à valider des documents marketing, une campagne, etc., sans même exactement pouvoir vérifier comment on dit les choses. Je pense que ça m'a appris quelque chose qui finalement est valable en Thaïlande, mais est valable partout, c'est il faut s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Dans leur spécialité et finalement se concentrer sur ce qu'on peut apporter, c'est-à-dire la direction, justement trouver ces personnes, les faire travailler ensemble, aider à la prise de décision, mais s'entourer de personnes qui connaissent très très bien le marché. Je pense que c'était très important. J'ai trouvé des personnes clés dans l'équipe qui comprenaient et le marché de la mode et le marché du e-commerce en Thaïlande, et ça a été super important. Et puis c'est valable dans toute start-up, mais essayer, se rendre compte de ce qui marche, de ce qui marche pas, aussi se rapprocher des gens qu'on fait autour de nous ou qui sont en train de faire. On était plusieurs de cette galaxie Rocket Internet dans la même région, donc ça permettait aussi de voir qu'est-ce qui avait été tenté dans un pays, qu'est-ce qui avait été tenté dans une autre boîte, et de mettre en commun. Je pense que ce que j'ai retenu le plus d'un point de vue personnel, c'est d'oser, qu'on n'est jamais prêt pour un poste. Peut-être que je ne sais pas s'il y a quelque chose de féminin là-dedans, mais qu'on va avoir tendance d'abord à se dire « Oula, c'est pas possible », mais en fait, quand on est poussé à le faire, certes, ça va être difficile, surtout les premiers mois, on a tellement de choses à apprendre, on veut montrer qu'on est capable, donc voilà, la marche est haute, mais c'est possible, et au pire, si ça se passe mal, on a appris des choses, et au mieux, ça se passe bien, donc pourquoi ne pas y aller? Ça, je pense que ça m'a suivi derrière dans toute ma carrière. Et puis, d'un point de vue, disons, plus les skills que j'ai pu en retirer, c'est monter une équipe, la faire grandir, la structurer, voilà, prendre des risques. Je pense que c'est quelque chose que j'ai énormément de chance de pouvoir faire aussi jeune. Quand je sortais de mon MBA à Harvard, j'ai eu plusieurs propositions, dont une chez Farfetch, qui à l'époque était la boîte la plus sexy possible dans le e-commerce de mode, qui allait faire une introduction en bourse, qui était super connue des consommateurs, qui avait recruté à des postes de direction des grosses stars de leur expertise respective. Et entre autres une opportunité chez Lyst, qui était beaucoup moins connue, qui venait de faire une levée de fonds assez importante, mais voilà, qui était encore plutôt au début. Et j'ai choisi d'aller chez Lyst parce que je pense que c'est un peu la chance que j'ai eue au cours de ma carrière, c'est de me retrouver au bon endroit au bon moment. Et c'est souvent ça que je conseille d'ailleurs aujourd'hui quand on me demande mon avis. On peut, et je pense que c'est très bien, faire le choix d'aller dans la boîte la plus sexy, la plus connue, et avoir une très belle ligne sur son CV. Mais la possibilité, ou en tout cas l'opportunité que ce poste se transforme en quelque chose d'exceptionnel est bien moindre, parce que tout est déjà très structuré, très hiérarchisé. Il y a énormément de gens qui contribuent au succès de cette entreprise qui sont déjà là. Alors que si on fait le choix, un peu le pas de côté, l'entreprise un peu moins connue, mais au bon moment, par exemple qui vient de lever des fonds, donc qui va avoir une capacité de se déployer, on va pouvoir, si tout se passe bien, montrer qu'on peut apporter des choses et donc créer soi-même son opportunité. De prendre plus de responsabilités, d'apporter des nouveaux projets, de pouvoir faire avancer les choses. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que les gens, en tout cas les jeunes parfois, réalisent pas. Parce qu'il faut mieux être au bon endroit au bon moment, et souvent, ce bon moment, l'entreprise n'est pas encore superstar. Parce que quand elle est déjà superstar, c'est un peu tard. Et du coup, chez Lyst, j'ai été en charge de toute l'internationalisation, à commencer par la France. Et c'était assez chouette parce que j'ai construit mon équipe de A à Z de façon complètement 360. Il y avait une équipe de développeurs, produits, marketing, commercial, responsable de ce projet de façon 100% autonome. Donc c'était très entrepreneurial, puis se développer dans je ne sais combien de pays en même temps. Et c'est sûr que dans une boîte plus structurée, plus grande, plus mature, j'aurais pas eu l'opportunité de lancer ça comme j'ai pu le faire chez Lyst. Au fur et à mesure, donc au tout début de ma prise de poste, forcément, j'avais jamais managé, j'avais tout à apprendre. Puis j'étais dans des environnements très exigeants, des scale-up où tout va vite, où on passe de 200 personnes à 600 personnes en 3 ans quand j'étais chez Vestiaire Collectif. Donc forcément, ça pose tout un tas de nouvelles problématiques de la gestion des équipes et tout ça. Mais si je devais en retirer un peu des grands principes, je pense que le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, mais de comprendre qu'en fait, c'est en attirant des personnes qui sont meilleures que soi sur les enjeux particuliers desquels ils s'occupent qu'on peut aller plus loin.
Et ça, je vois souvent, et dans mes équipes, par exemple, des gens qui ont peut-être parfois un peu peur de se dire « mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette personne ? Est-ce que cette personne n'est pas trop expérimentée pour les sujets de mon équipe ?» Non, au contraire, cette personne, elle va vous pousser vers le haut, et donc on va aller aussi nous-mêmes vers le haut. Donc ça, je pense que c'est le plus grand changement au cours du temps, de me rendre compte de ça et de vraiment consciemment aller chercher ces personnes. Ensuite, de créer une situation où, et je dis souvent aux équipes, c'est pas à moi de prendre les décisions parce que sur les sujets dont vous êtes responsable, vous en savez forcément plus que moi. Il n'y a aucune chance que je sois aussi sachante que vous sur vos sujets. Et donc, j'essaye de créer un environnement où les gens vont plus venir avec voilà, il y a telle situation, il y a telle option, et moi je ferai plutôt ça parce que X. Ensuite, je vais poser les questions, challenger, essayer de voir si c'est vraiment la bonne décision et si on peut aller plus loin dans cette décision. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les équipes et beaucoup plus performant de mettre l'équipe dans une position où chacun est responsable et du coup est responsable aussi de ses décisions. Je pense que déjà il faut se déculpabiliser que je connais quand même très peu de gens qui n'en sont pas atteints. Donc c'est ok, mais je pense que la meilleure façon c'est d'en être conscient. Un truc qu'on faisait avec mon équipe chez Vestiaire Collectif que j'adorais, c'est que on se tenait garantes les unes et les autres de ce syndrome de l'imposteur. Donc c'était des tout petits trucs, mais par exemple quand on commençait un meeting en disant oui, un peu en s'excusant, quoi. Je sais pas si j'ai vraiment la légitimité pour dire ça, ou si j'ai toutes les informations, ou peut-être que je vais dire quelque chose qui n'est pas correct, mais et ben là on se disait juste sur le coup dans le meeting, attention, là t'es en train de faire le syndrome de l'imposteur puissance 1000, qu'est-ce que dirait un homme, ou alors une femme qui ose pas trop négocier, ça m'arrivait souvent dans mes équipes. Une femme qui va me dire oui voilà je sais pas, je suis très mal à l'aise mais je voudrais parler de mon salaire. Je dirais, est-ce que tu penses qu'un homme aborderait le sujet comme ça? Non. Donc être conscient et se corriger et aider les uns et les autres à en prendre conscience, et pas que les femmes d'ailleurs, les hommes aussi. Ça c'est quelque chose sur lequel aussi on a travaillé avec le pacte parité. Former tous les managers à ces biens conscients, c'est super important parce qu'on en a tous, femmes comme hommes, et une fois qu'on en est conscient, on peut les faire bouger. Quand j'ai décidé de quitter Vestiaire et que j'ai postulé à la French Tech pour devenir directrice de la French Tech, j'avais vraiment l'impression que c'était pas du tout un poste qui m'était accessible. J'avais jamais fait de secteur public, je connaissais personne en politique, je savais même pas comment fonctionnait une administration. Voilà, j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV en me disant je sais pas ce qu'il adviendra. Et puis finalement, j'ai été recontactée, convoquée à un jury. C'était la première fois que j'allais au ministère de l'économie, donc c'était hyper impressionnant de rencontrer toutes ces personnes brillantes dans une des grandes salles de Bercy. Et puis finalement, une chose en entraînant une autre, j'ai été recommandée au ministre, et voilà, et je suis là aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que il y a, je pense, 10 fois dans ce process où j'aurais pu me dire, abandonner en me disant non mais c'est bon, il n'y a aucune chance. Même juste en se disant bon, il n'y a aucune chance, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Mais en fait, de toujours essayer, au pire, on n'a pas de réponse. C'est pas très grave, je peux vivre avec. Et au mieux, ça marche. Et je pense qu'il y a trop, en tout cas quand je conseille des jeunes notamment qui se disent ah mais je voudrais, je sais pas moi, aller dans telle start-up, mais j'ai pas la bonne expérience, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, donc je postule pas. Non, en fait, essaie. Et au mieux, ça marche, et au pire, tu as perdu un mail. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu vulgariser, que ce qui est sûr, c'est que si tu n'essayes pas, ça marchera pas. Donc, autant tester, et au pire, ça marche pas, mais donc on est au même point. Au mieux, ça marche, et donc on a avancé. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est beaucoup plus au fait de ces sujets parce qu'on en parle beaucoup plus. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas un sujet, donc forcément les gens en étaient moins conscients. Ensuite, j'ose espérer qu'aujourd'hui, tout le monde a compris et a envie que les choses changent. Et ce qui, je pense, est très important, c'est pas parce qu'on est de la nouvelle génération qu'on reproduit pas ses biais et ses erreurs. C'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé avec les entrepreneurs du Next 40 French Tech 120. Mais quand on a commencé ce pacte parité, la plupart disaient, nous à la base, on se disait, on est une jeune boîte, la moyenne d'âge c'est 30-35 ans, on est tous au courant de ces sujets, chez nous c'est pas un sujet. Et puis il y a le jour où on commence à relever un peu le nez du guidon,
Et puis compter un peu les femmes et se dire ah tiens, dans mon comité de direction, en fait, il y a une femme sur 10 personnes. Je pensais qu'on n'avait pas de problème. Et puis on dit ah oui, à l'échelle du manager, il y a 20% de femmes. Ah ok. Ah, et en fait, ce que chacun disait, c'est que même s'ils ont toute la bonne volonté du monde, toute l'éducation du monde sur ces sujets, si on ne met pas en place des choses proactives, pensées, réfléchies, mesurées dans l'entreprise sur ces sujets, malheureusement, on finit par reproduire les mêmes erreurs du passé parce que c'est des boîtes qui vont vite, donc il faut prendre des décisions vite, que ce soit sur le recrutement ou autre. Et donc, une chose en entraînant une autre, on reproduit un peu tout ça. C'est sûr que c'est un des gros enjeux et nous, on est très mobilisés à la mission French Tech sur ce sujet. On est sur un écosystème extrêmement dynamique. Je disais tout à l'heure, 1 million de personnes qui travaillent de façon directe ou indirecte dans les startups. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter, des opportunités professionnelles, d'insertion professionnelle, d'égalité des chances énormes. Mais aujourd'hui, cet écosystème est quand même relativement peu divers. On prend par exemple les fondateurs, il n'y a que 9% d'équipes qui sont 100% féminines. 80% des fondateurs ont fait des grandes études, grandes écoles. Donc 80% des fonds levés sont levés en région parisienne. Donc c'est encore un écosystème qui est trop centré sur le même type de profil et donc qu'on veut ouvrir parce que c'est une question d'égalité, sociale et qu'on doit faire profiter à tous de ce dynamisme, mais aussi simplement pour une question de performance. En fait, on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, tous les produits innovants de demain sont construits par des gens qui ont des profils très similaires parce qu'ils seront forcément moins innovants. Ça, je pense que personne ne le remet en question. Et puis parce qu'aussi, les talents sont le nerf de la guerre. Et tant qu'on continuera à recruter des gens qui sont tous issus du même pool de talents, forcément, on aura des problèmes de recrutement. Je pense que si je peux aider un certain nombre de jeunes filles, femmes à se projeter dans le fait que c'est possible de prendre des risques, de changer de carrière, de passer d'un univers à l'autre, de prendre un poste à responsabilité alors qu'on est enceinte en même temps et que certes il y a des moments où c'est chaotique mais qu'en fait c'est fun et qu'on apprend plein de choses et que c'est aussi extrêmement satisfaisant et excitant, ça serait déjà chouette.